Allez, on va attaquer donc le cours sur les provisions. Donc on a vu précédemment charge à payer, facture non parvenue, d'accord, qui seront les deux types d'écriture que vous rencontrerez le plus dans les travaux d'inventaire, charge à payer, facture non parvenue, parce que ça vous en aurez systématiquement dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises on a des DF, dans toutes les entreprises on a du téléphone, on a des assurances, des choses comme ça. Les factures non parvenues, charges à payer, vous le rencontrerez systématiquement. Après, les provisions, vous allez rencontrer, les provisions qu'on va voir aujourd'hui, vous ne les rencontrerez pas forcément dans toutes les entreprises, puisqu'on va voir qu'il y a trois types de provisions et que ça ne concernera pas forcément toutes les entreprises. Quels sont les trois types de provisions qu'on va rencontrer? La première, c'est la provision dotation d'amortissement. client douteux. Sa dotation d'amortissement, on l'a déjà vu, mais oui. Client douteux. La deuxième, ça sera les provisions titres. Et la troisième, ça sera les provisions sur les stocks. D'accord? Client douteux, vous ne pourrez rencontrer cette provision que si dans votre entreprise vous avez des clients et que ceux-ci ne vous payent pas. Qui ne payent pas, malheureusement, je pense que toutes les entreprises sont confrontées à ça un jour ou l'autre. Les provisions titres, ça veut dire que votre entreprise a fait l'acquisition soit de valeurs mobilières de placement, qu'on appelle des BNP, soit des titres immobilisés, on verra la différence, et les stocks, les provisions pour stock. Là, c'est quand votre stock est estimé à une certaine valeur et que vous estimez que vous ne pourrez pas vendre ce qui est en stock aussi cher, entre guillemets, que ce qui était prévu. Cette provision-là, il faudra vraiment la manier avec vraiment beaucoup de précautions, parce que contrairement à ces deux provisions-là qui vont s'appuyer sur des documents officiels, celle-ci, ça sera plus quelquefois un petit peu du subjectif, on va dire. Donc là, il faudra y faire très attention. Donc on va commencer par la provision client douteux que vous allez rencontrer, alors pas forcément dans toutes les entreprises, mais en tout cas dans tous les exercices que vous allez traiter. Donc la provision client douteux, on va la passer dans quel cas? On va la passer dans un cas où j'ai un client qui ne m'a pas payé, ça c'est la première chose. Et surtout, deuxième cas, donc créance client non réglé. Et deuxième cas, parce que ça je dirais vous allez le rencontrer souvent, deuxième cas, il faut que j'ai un document officiel. Qu'est-ce qu'on entend par document officiel? C'est que ce client, il doit être malheureusement en liquidation, ou en redressement judiciaire, avec un constat d'huissier, des choses comme ça. D'accord? Donc dans la réalité, en entreprise, pour pouvoir passer une provision client douteux, il faudra systématiquement, obligatoirement, que j'ai un certain nombre de documents. Donc vous voyez déjà que je ne vais pas mettre en route la provision client douteux. Alors, si j'ai le document de liquidation, ça j'ai rien à faire, ça arrive directement, j'ai l'information ou j'ai pas l'information, mais là quelque part ça ne coûte rien. Par contre, s'il faut que je fasse venir constater un huissier, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent me coûter de l'argent. Donc forcément, je ne vais pas faire ça si le client il doit 100 €. Donc la provision client douteux en entreprise, on la mettra vraiment en œuvre pour vraiment des créances d'un montant important. D'accord? Et pour lesquelles on a des informations officielles. C'est ça qui est souvent compliqué parce que souvent on n'arrive pas à avoir d'informations. Dans un certain cas, on arrive à mettre la procédure client douteux en route, juste par exemple si vous avez envoyé, je ne sais pas,
pas, 3, 4, 5 lettres recommandées à votre client et qu'elles reviennent à plus l'adresse indiquée. Vous n'êtes pas en capacité de retrouver où le client habite. Donc ça fait partie des points qui peuvent rentrer en compte. Mais vous voyez déjà que ce n'est pas quelque chose que je vais faire, contrairement aux charges constatées d'avance ou aux factures non parvenues, que je vais faire comme ça de mon fait. Hein, je dois forcément m'appuyer sur quelque chose. Donc là, l'information, on vous la donnera systématiquement dans l'entreprise. Et même au niveau des exercices, bien sûr, qu'on vous donnera également l'information. Hein, vous voyez la différence entre facture non parvenue, charge à payer, ou là, en entreprise, ça sera à vous de déterminer en fonction des écritures, en fonction des factures, si vous passez ou non l'écriture. Hein, et la provision client douteux, où là, vous ne pourrez mettre cette écriture en œuvre que si vous avez une information officielle. C'est-à-dire qu'on vous communiquera forcément l'information. Dans les cabinets comptables, par exemple, souvent il y a des personnes qui sont chargées de lire ce qu'on appelle les journaux d'annonce officiels. Hein, vous savez que quand on crée une société, quand on liquide une société, etc., on doit passer une annonce dans un journal officiel, hein, les Échos des Savoies, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui sont chargées de lire ces journaux pour pouvoir justement repérer les entreprises qui seraient en liquidation, en redressement judiciaire et qui du coup se retrouveraient à avoir une créance qui ne serait pas payée. Hein, parce que l'information, vous ne l'avez pas forcément. Quand vous êtes fournisseur d'une personne qui dépose le bilan, vous ne faites pas partie de ce qu'on appelle des créances prioritaires, pardon. Vous ne faites pas partie des créances prioritaires, donc vous n'avez pas forcément l'information. Quand une personne, une entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, si vous détenez une créance par rapport à cette personne, vous avez un certain délai pour vous faire connaître auprès du mandataire judiciaire. Et c'est pareil, le mandataire judiciaire, il n'y a pas à vous chercher pour vous dire que la personne est en liquidation. Donc c'est à vous, soit en lisant les journaux officiels, ou si la personne vous prévient, vous allez avoir l'information. Parce que moins deux personnes se font connaître, mieux c'est quelque part. Hein, même pour la personne qui est en liquidation, moins elle aura de choses à payer. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur un certain nombre d'informations. Et ça, ce n'est pas des informations que vous pourrez trouver vous tout seul. On vous donnera forcément les informations. Donc, c'est des clients qui ne nous payent pas, ça on a bien vu, sur lesquels on va s'appuyer sur un document officiel et pour lesquels on va passer une provision, c'est-à-dire qu'on va quelque part anticiper le fait que le client nous paiera ou pas sa créance. Alors, là, je vais faire l'explication telle qu'elle se fait aujourd'hui dans les entreprises et en cabinet comptable. Et après, on verra comment vous le traiterez vous à l'examen, puisque vous n'allez pas traiter tout à fait comme ce qui doit être fait. Donc, j'ai ma provision client douteux, j'ai tous les éléments, c'est-à-dire que je sais que mon client ne me paiera pas, etc., etc. Quelle est la première opération que je dois faire? La création de client douteux, voilà. De 416 à 411. Voilà. La constatation du client douteux. Donc effectivement, l'écriture que je vais devoir passer, ça va être du 416 au 411 pour le montant, bien sûr, TTC. Hein? Donc ça veut dire que je vais solder la créance de mon client du pont et je vais créer un compte 416, comme 416 c'est client douteux. Si ici j'ai un 411 001 par exemple, je peux créer un 416 001 aussi. Hein, ça dépendra des entreprises. Les entreprises vont tout mettre dans un 416 et les entreprises qui vont créer des 416 différents. Donc déjà, je vais sortir la créance de ce client pour le mettre dans celui-là. Je peux m'en arrêter là. Dans certains cas, je vais m'en arrêter là. Je vais juste dire que ce client, il passe en client douteux. On va aller un petit peu plus loin. Donc la deuxième opération, ça va être quoi? La provision pour, donc, ça va être pour cette créance.
Voilà, ça va être le calcul de la provision. Alors, la provision, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que je pense récupérer auprès de mon client ou est-ce que c'est ce que je pense perdre? C'est la perte. Donc, la créance Attention, sur la perte. la provision, c'est ce que je pense perdre. Donc en clair, ce que le client ne me paiera pas. D'accord? Donc là, ça a son importance au niveau du vocabulaire, parce que des fois, dans les exercices, on va vous dire « je pense récupérer 30%. » Donc vous, je pense récupérer 30%, il faut que vous convertissiez ça en « je pense perdre 70%. 70%. » D'accord? Il faudra bien faire attention dans ces exercices. On va vous donner des pourcentages très souvent. Il ne faut pas, je dirais, voir un pourcentage et tout de suite, pouf, j'applique le pourcentage. Non, non, je lis bien et je regarde bien ce qui est marqué. D'accord? On provisionne toujours la perte. D'accord? Ce que je pense perdre. Donc ce que je ne pense que le client ne me paiera pas. Donc ça, c'est pareil. Hein? C'est estimatif. Hein? Donc c'est pour ça que dans les exercices, vous allez avoir plusieurs sortes de pourcentages. Je vais pour l'instant pas parler de pourcentage, je vais juste noter les écritures, et puis après on parlera de pourcentage. Donc là, quelle est l'écriture que je vais passer? 680. 491. 491. Donc là, le montant il est comment? En total compris. Hors taxe. Hors taxe, attention. Oui. Hors taxe, puisque Oui, il y a. la TVA ne m'appartient pas. Hein, on est d'accord, l'entreprise est un organisme collecteur pour l'État. Donc je raisonne toujours sur le hors taxe. Puisque là, l'écriture sur laquelle je me base au départ, c'est celle-ci. Hein? Et moi, quand je raisonne, mon chiffre d'affaires, c'est ce montant-là, hors taxe. Hein, ce montant-là, TTC, quelque part en entreprise, on ne raisonne jamais TTC. On raisonne toujours hors taxe. Donc là, je vais raisonner sur le hors taxe et je vais faire un calcul du montant qui va correspondre à la perte estimée pour ce client. D'accord? Donc ça, c'est la première année. Je peux m'en arrêter là et laisser les choses comme ça pendant plusieurs années. Ou je peux avoir des informations qui me disent que finalement ce client il était en redressement judiciaire, donc je pensais perdre un certain montant, il pensait qu'il n'allait pas me payer, et puis finalement redressement judiciaire, ça se passe plutôt bien, il arrive à redresser la barre, hein, et du coup finalement il va me payer. Donc finalement ce que je pensais perdre, je me rends compte l'année d'après que ça sera mieux que ce que je pensais, je prendrai moins que prévu. Parce que on est bien d'accord que redressement judiciaire, ce n'est pas synonyme de liquidation. Une entreprise en redressement judiciaire ne ferme pas forcément ses portes. Hein, ça c'est clair pour tout le monde. Hein, vous pouvez être en redressement judiciaire et fonctionner en redressement judiciaire pendant des années. Hein, il y a des entreprises qui malheureusement en redressement judiciaire n'arrivent pas à redresser et du coup sont obligés de se liquider, mais ce n'est pas forcément toutes les entreprises. Parce que quand on est en redressement judiciaire, le redressement judiciaire est prononcé, et à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui prend un peu la barre de l'entreprise et qui va gérer un petit peu l'entreprise à votre place. Et au niveau des paiements, par exemple, c'est le mandataire judiciaire qui va payer ce qu'on appelle vulgairement au cul du camion. C'est-à-dire que toutes les factures que vous recevez, elles sont payées cash. Il n'y a pas de... Vous n'avez plus de crédit, en fait. Plus personne ne vous fait crédit. Donc en faisant comme ça, je dirais, vous n'avez plus de dette. Oui. Le mandataire judiciaire, souvent, lui, il se débrouille aussi pour que vous puissiez retrouver votre argent de vos clients. Donc,
généralement, si vous avez un carnet de commandes assez important, si vous avez des clients, souvent une entreprise elle est en redressement et après, elle sort du redressement, elle retrouve un fonctionnement normal. Après, il y a des entreprises qui malheureusement sont obligées d'être liquidées parce qu'ils n'avaient plus suffisamment de clients, parce que leur champ d'intervention était plus suffisamment porteur, voilà. Mais l'un n'est pas forcément synonyme de l'autre. Donc du coup, ça c'est, on va dire, en N, ça c'est en N. En N plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc en N plus 1, il peut se passer deux choses au niveau de la provision. Soit il nous paye donc pour on annule celle-là, on annule N, et on passe la provision sur N plus 1 en sachant qu'est-ce qui va, la nouvelle situation par rapport au client. Voilà, donc quelque part, j'ai deux solutions. Soit effectivement, ma provision a diminué. Donc ça veut dire quelque part que le client m'a peut-être payé et que finalement la situation s'améliore. Donc ce montant-là doit diminuer. Soit malheureusement la situation s'aggrave et on perd plus, ouais. du moins, ou tout, mais plus que ce qu'on avait prévu en première année. Donc si ma provision a diminué, alors là c'est pareil, on peut avoir deux types d'écriture. Effectivement, alors on va donc, en N plus 1, j'ai deux solutions. Donc ma provision a diminué, donc logiquement, si je veux passer qu'une seule écriture, je vais faire une reprise de provision. Soit je passe directement cette écriture, d'accord? Ou ce qui est plus simple, à mon avis, on fait une reprise de provision, donc ça c'est pour la différence. Donc soit je fais, mettons qu'ici, par exemple, j'avais 100 €. D'accord? Ici, ma provision, maintenant, elle n'est plus que 80. Ma provision a diminué. Donc ici, si j'ai 100, que je veux 80, je vais enlever combien ici? 20. La différence. Donc là, je vais enlever 20. D'accord? Ou j'enlève 100 et je repasse 80. Oui, j'annule N et je mets l'écriture pour N moins 1 tranquille. N plus 1. D'accord. Moi, je vous conseille de faire ça. D'accord? Moi, je vous conseille de faire ça parce que ce montant-là, vous allez le récupérer dans votre balance. Donc, moi, je vous conseille de passer cette écriture-là systématiquement et après, avec les informations qui concerneront donc N, parce que vous en serez en N, vous passerez les nouvelles infos. Ça vous évitera de faire des calculs en plus, en moins, TTC, hors taxe, qui risquent de vous embrouiller. D'accord? Je vous donne celle-ci parce que dans les cours, c'est celle-ci qui est appliquée. Mais on ne vous reprochera pas, bien au contraire, de le faire en 2 fois. Donc, effectivement, si ma provision augmente en N plus 1, donc mettons qu'ici j'ai 130, ben là pareil, soit je fais un complément de provision pour la différence, donc c'est-à-dire 30, d'accord? J'étais à 100, je veux 130, je passe 30, soit
toujours en N+1, je fais la reprise, pareil, de mes 100, qui est mon montant N, et je repasse ma nouvelle provision. D'accord? Je fais juste une petite aparté avant de vous laisser recopier. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, ici, le pourcentage que vous allez pouvoir estimer, perdre ou récupérer, ça va être 100% ou 0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus faire ces étapes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma provision, elle ne va plus faire comme ça. Enfin, elle pourra faire comme ça si le client me paye, effectivement. Mais sinon, aujourd'hui, on ne va plus s'embêter à faire je pense que le client ne va me payer que 50, 60, 30%. C'est soit on fait une provision à 100%, c'est-à-dire que ça représentera ce montant-là divisé par 20, soit je fais rien. D'accord? Dans la réalité, ça sera plus simple que ce qui est traité en groupe. D'accord. Je vous laisse. Donc, on a vu que pour un premier temps, je constatais mon client douteux, je passais une provision par rapport à la perte de la créance que je ne recouvrerai pas, parce que je ne toucherai pas, parce que le client ne me paiera pas, donc ça sur un ou plusieurs années. Et malheureusement, soit le client, j'allais dire, va me payer en totalité, et du coup, je dirais, je passerai une reprise de provision pour quand on me dit si le client me paye tout, j'annule ma provision, parce qu'il n'y a plus de raison, chose qui arrive quand même assez rarement, voire même jamais. Soit malheureusement, le client ne me paye pas, et le client devient ce qu'on appelle un client irrécouvrable. Client irrécouvrable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client ne pourra jamais me payer. C'est-à-dire que malheureusement, il est en liquidation judiciaire, il est décédé, l'entreprise est fermée, etc., etc. Donc là, ça veut dire que j'ai perdu ma créance, ce qui me reste, j'ai perdu. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Une perte de créance. La première chose, vu que ma créance va s'annuler, je vais refaire une reprise de ma provision de l'année d'avant. Et ça, je dirais, c'est comme d'habitude, puisque je le fais systématiquement. Et deuxièmement, voilà, je vais constater mon client irrécouvrable. Donc, je vais faire 654. De la TVA, attention, j'ai un compte de classe 6, mais j'ai de la TVA collectée. Et je solde par mon 416. J'ai bien ici la TVA collectée. Puisque c'est une facture que j'avais précédemment passée en produit avec de la TVA collectée. Donc là, il faut bien que je régularise ma TVA collectée. Alors, ce qui veut dire au niveau de la TVA, petit rappel, je peux avoir deux solutions. Soit j'étais en livraison de biens,
Donc si je suis en livraison de biens, qu'est-ce que cette opération va me faire faire? Quand je suis en livraison de biens, la TVA elle est exigible à quel moment? Au moment de la facture. Ouais. Hein, donc ça veut dire qu'au moment où j'ai passé cette écriture, donc il y a N, N-1, N-2, enfin, etc., on a payé la TVA aux impôts. Ouais. Donc là, ça veut dire On déclare. qu'on va récupérer de la TVA, on va déduire en fait de la TVA collectée. D'accord? Et si je suis en prestation de service, si j'étais en prestation de service, est-ce que cette TVA collectée a été versée aux impôts? Non. Non. Non? Hein, on est d'accord? Si j'étais en prestation de service, cette TVA n'a jamais été versée aux impôts puisque le client ne m'a jamais payé. Voilà. Donc du coup, là je vais annuler la TVA qui restait dans mon compte de TVA collecté depuis N, N-1, N-2, etc. Donc, de TVA de fin d'exercice, il faudra que vous pensiez, pour calculer votre montant de TVA collecté, en plus de tous les comptes de classe 7, en plus du compte 665, il faudra que vous preniez en moins, il faudra éventuellement que vous alliez voir, est-ce que j'ai des montants en 654. En fin d'exercice, quand vous allez voir terminer tout ce travail-là, vous allez quand même faire une vérification au niveau de votre TVA collectée. Hein, le principe qu'on a vu quand vous avez fait les travaux comptables courants, qui était de faire l'addition de tous mes comptes de classe 7 soumis à TVA multiplié par le taux de TVA correspondant, et vous deviez trouver le montant qui figurait dans le 445 700. Vous vous rappelez, hein, c'est le principe de la TVA. Vous le vérifierez aussi ici. Donc si vous avez un des clients douteux, il faudra bien penser à déduire le montant hors taxe de mes clients douteux de votre base de chiffre d'affaires. Sinon, vous allez vous retrouver avec un écart. Ouais. Préparez votre tableau comme ça. Donc vous préparez votre tableau comme ça. Ce montant-là devra correspondre au montant de votre 416 à votre balance. Ce montant-là vous le reprendrez, vous le repiquez de la balance et vous l'extournez directement. Cette écriture-là, vous la faites directement. Et après le provision, ici, on vous donne les pourcentages. Vous faites le calcul, ça fois ça. Ce montant-là, il vient se positionner dans cette écriture-là. Moins le provision de N-1. Non, parce qu'on l'extrude. Ah, l'extrude, d'accord. Soit moins et moins 1, soit en exo. Et là, Et éventuellement ici, vous mettez recouvrable. Et du coup, vous voyez? On va faire un exemple chiffré qui sera certainement plus parlant. Donc, on a un client Dupont qui a une créance de 10 200 € TTC qu'il ne me paye pas. Bien sûr, cette écriture-là
qui constate la créance de 10 200 € est déjà comptabilisée. Oui. Hein. Vous n'aurez jamais ces écritures-là à passer. On est d'accord? Hein, moi, j'interviens. Une fois que cette créance est passée, le client ne m'a pas payé, soit je suis sur la même année, entre ici et ici, soit il y a une année de décalage. Hein, c'est sûr, si ma créance est de janvier et qu'en décembre, ils ne m'ont toujours pas payé, il y a de grandes chances que je fasse ça la même année. Si ma créance est de décembre, je ne vais peut-être pas forcément en décembre tout de suite m'affoler. Je vais attendre un petit peu. D'où l'importance aussi, hein, pour éviter d'arriver dans ces situations-là, de bien suivre vos comptes clients et fournisseurs. D'où l'importance, hein, de faire la justification des comptes clients et fournisseurs, on parle, hein, très souvent. Plus vous allez faire votre justification des comptes clients et fournisseurs par la même régulièrement, plus du coup vous allez anticiper sur vos travaux de fin d'exercice. Hein, je répète, la régularisation, les régularisations clients et fournisseurs, c'est vraiment des choses que l'on fait tout au long de l'année, mais qui sont en rapport avec les travaux de fin d'exercice. Ça, c'est vraiment très très important. Quand on vous demande de faire de la justification de clients et fournisseurs, c'est pas du travail de seconde zone, c'est vraiment du travail très très important. Parce que plus vite vous allez anticiper que vous voyez que le client ne vous paye pas, plus vite vous allez pouvoir intervenir. Hein, soit peut-être lui envoyer tout de suite un courrier, soit faire constater par l'huissier que le travail a été fait, etc. S'il y a un litige, parce que quand on en arrive là, c'est pas forcément que le client ne peut pas payer, hein, c'est qu'il peut y avoir un litige. Le client peut estimer qu'il y a une malfaçon sur le chantier. Hein, plus vous allez avoir cette info tôt, plus vous allez faire intervenir un expert, quelque chose comme ça, pour voir où on en est, plus vite vous allez gagner du temps, entre guillemets, et plus la situation peut-être pourra se débloquer rapidement. Hein, donc ça, c'est vraiment aussi, vous, de votre ressort en tant que comptable, d'alerter votre responsable si vous voyez que des clients ne vous payent pas. Hein, parce que des fois, vous aurez l'info. Si vous êtes dans une petite entreprise où vous faites un petit peu tout, vous saurez peut-être pourquoi le client X ne vous a pas payé. Mais si vous êtes dans une grosse structure, vous n'aurez peut-être pas l'info. Hein, donc ça sera peut-être à vous de vous dire, attendez, votre responsable, c'est normal que ce client-là ne va pas payer. Hein, et puis si vous travaillez dans des entreprises qui font des chantiers à longue échéance avec plusieurs factures, si le client n'a déjà pas payé ses 2 premières factures, est-ce qu'on va aller intervenir une 3e fois chez le client? C'est pas sûr. Hein, donc ça sera à vous de bien le signaler à votre employeur. Hein, donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faudra vraiment... C'est là que vous avez une plus-value à jouer par rapport à des personnes qui n'auraient pas toute la connaissance des travaux de fin d'exercice. C'est pour ça que les travaux de fin d'exercice, même si vous ne les mettez pas en application quand vous serez dans votre prochain poste, hein, parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on pourra vous confier, vous allez quand même savoir à quoi ça va servir, donc du coup ça vous permettra d'alerter en amont votre employeur, et peut-être à éviter qu'on en arrive là. Donc mon client Dupont a une créance de 10 200 €, on est en 2014. Donc, fin 2014, on a une info officielle. Il ne nous paiera probablement que 30%. Qu'est-ce que je vais passer comme écriture? Donc on constate 416, 411. Alors déjà, je passe une écriture du 416 au 411 pour quel montant? 11 000 à 10 200. 10 200. C'est bon? Hein, ça, cette écriture-là, elle a été passée en cours d'année. Hein, en cours d'année, on a passé 10 200. Vous pouvez me dire ce que ça fait en taxe et en TVA? 8500 et 2002. Pardon, 1700.
Cette écriture-là, elle a été passée en cours d'année. Hein, normal. Donc moi, je vais constater que je vais sortir de mon compte client du bon pour le passer en client douteux. Première chose. Deuxième chose, on me dit qu'il ne nous paiera probablement que 30%. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la provision? Je pense perdre combien? 70. Je pense perdre 70%. Vous êtes d'accord ou pas? Si on vous dit, je ne vous paye que 30% de ce que je vous dois, ça veut dire je ne vous paye pas 70%. D'accord? Donc là, une perte de 70%. Donc qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Leur taxe, Donc le hors-taxe, c'est combien? 8500. 8500. 5950. 8500 multiplié par combien? 0,70. 70%, Ouais. ça fait 5950. 5950 €. Donc là, je suis bien ici. Je calcule bien une provision en fonction de ce que je pense perdre, c'est-à-dire ce que le client ne me paiera pas. Donc si le client pense nous payer 30%, ça veut dire qu'il ne nous paiera pas 70%. Donc du coup, je prends bien le hors-taxe de ma créance, que je multiplie par 70%, ce qui me fait 5950. Je passe quoi comme écriture? 681. 491 600. Provision, hein, vous retrouvez ce compte-là, il vous parle. Hein, c'est le compte que vous retrouvez dans les amortissements. Hein, ce n'est pas un nouveau compte. Et ici, ce compte-là, vous voyez que c'est ce compte 416 que j'ai décalé d'une position pour intercaler un 9. Petit aparté. Jusqu'à présent, on avait vu la plupart des comptes de provision d'amortissement, il y en a 8 en deuxième ou en troisième position. Là, j'ai un 9. C'est quoi la différence entre le 8 et le 9? Pourquoi là j'ai 491 et pas 481 par exemple? Alors la différence, je vais vous l'expliquer, c'est que quand vous avez un 8 en deuxième position, c'est quelque chose qui est irréversible. Vos amortissements, vous preniez votre compte 215, vous décalez, vous faites 291, 500. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Je vais écrire là parce qu'on va croire que c'est en rapport. Mon 215, il faisait 281, 500. D'accord? Ce montant-là, ça représente l'amortissement de l'année. Cet amortissement d'année, est-ce que je peux revenir dessus? Non. Non. Ma voiture, elle a perdu de la valeur, ma valeur Argus, elle a fait pouf, je ne peux pas revenir à la valeur d'origine de ma voiture. Vous êtes d'accord? Malheureusement, hein, comme tout le monde vous dit, quand on achète une voiture, vous vous asseyez dans la voiture, elle a perdu 10 000 €. Bon ben voilà, les 10 000 € sont perdus, sont perdus. Donc là, je ne peux pas revenir dessus. C'est irréversible. Alors qu'ici, j'ai un 9, parce que ici, qu'est-ce qui va se passer? Mon 491, il va varier. Donc il est réversible. Vous voyez la différence? Tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous embrouiller, hein,
C'est juste pour me faire bien vérifier, enfin, remarquer encore une fois que tous les numéros de compte que vous utilisez là, c'est des comptes que vous avez déjà vus et pour lesquels on rajoute soit un 8, soit un 9. Donc il faut bien toujours vous dire qu'il n'y a rien de nouveau, entre guillemets, sous le soleil. Hein, c'est vraiment des comptes que j'ai déjà vus. Et ça veut dire que si je ne sais plus quel compte je dois utiliser, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quelque chose par rapport à mes clients. Donc déjà, client 411. Donc après, je prends éventuellement mon plan comptable du 411, je vais vite retrouver 416 clients coûteux. Et si une fois que j'ai mon 416, vous voyez que votre 496, si je m'en rappelle, 491 600, pardon, si je ne me rappelle plus, je le retrouve assez facilement. D'accord? Procédez toujours comme ça. Partez toujours de... Ramenez-vous sur l'activité 1, hein, sur les travaux courants. Rappelez-vous, réanalysez le document comme vous aviez fait dans l'activité 1. C'était un client. Le client, c'était un compte de classe 4. Vous voyez? Repartez toujours de cette démarche-là. Et là, vous voyez, comme on l'a vu précédemment, j'ai toujours un compte de 6 ou de 7 couplé à un compte de tiers avec un 8 ou un 9 en deuxième position. Toujours le même principe que dans mes charges constatées d'avance, j'avais un 6 avec un 486. Mes factures non parvenues, j'avais un 6 avec un 408. Vous voyez, toujours les mêmes schémas d'écriture. Quelque part, j'ai un seul schéma d'écriture depuis le départ, quand vous raisonnez bien. Donc c'est beaucoup plus facile que l'activité 1, puisque c'est toujours la même chose. Si je raisonne, là je suis toujours sur un 6 avec un 4. Mes écritures, elles ressemblent toujours à ça. Comme quand vous étiez dans l'activité 1, vous aviez 6, par exemple. Quand j'ai pris fournisseur, vous aviez ça, client, vous aviez ça. Ben là, vous voyez, vous allez retrouver exactement les mêmes schémas d'écriture. Vous voyez? Donc ça, je dirais à la limite, intégrer ce montant, alors bien sûr avec ou TVA ou pas, hein, selon les écritures. Mais vous voyez que le schéma d'écriture, ça sera toujours celui-ci. Donc à la limite, si vous ne savez plus, ben, rattachez-vous déjà à ça. Notez déjà votre compte de classe 6. Le compte de classe 6, ben, je le saurai parce que c'est un compte que je suis en train de pointer. Et puis celui-ci, ben, je le saurai aussi par rapport au compte auquel je suis en train de pointer. Vous voyez ici, 411, 416, 491, 600. Oui. Donc là, fin 2014, j'annule ma créance dans mon client normal et je bascule dans mon client 2 et je fais une provision pour 70% de la somme puisqu'on me dit que mon client ne me paiera que 30%. Ça, c'est en 2014. En 2015, qu'est-ce qui va se passer en 2015? En 2015, on dit que finalement, le client nous paiera 55% de sa créance. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'annule 2014, le montant de 5 950, donc 491, 6, 5 950,
21. Je fais 681. Le montant de 55% de 5950 et 3800. Voilà. Alors, là, on me dit que le client nous paiera 55% de sa créance. oui, de 8005. 55% de 8500. 8005. Mais attention, il nous paiera 55%. Oui, non. Donc la perte, c'est 45. Donc la perte, c'est 45. Voilà, c'est ça le problème. Donc vous avez changé ne me payera pas vous effacer, tout en venant le payer directement. Mais c'est ça le problème. Alors là, c'est une supposition, Nous et là, paiera c'est une constatation. 55%. Ça n'a pas d'importance, parce que c'est pas une supposition ou une constatation, c'est pareil. C'est tout, c'est qu'il ne nous paiera que 55%. Il nous paiera 55%. Donc ça veut dire que s'il nous paye 55%, ça veut dire On perd 45. qu'il ne va pas nous payer 45. D'accord. Donc du coup là, je vais faire un calcul sur 8500 3825. fois 45%. 3825 Oui. Si on met la phrase au négatif, ne payera pas que 55, on va plus sur toujours c'est le 45. Ne paiera pas que, c'est pas français. Ouais. Et après ça, ça Soit après, nous paiera le couple, là. 55%, Oui. soit le client ne nous paiera pas, ou nous paiera, ouais, c'est soit nous paiera que 55%, ou la dette de la créance de notre client qui sera non payée sera de 45. Ah d'accord. Mais dans ces cas-là, ça passe en irrecouvrable. Ça c'est autre chose, ça c'est après, ça c'est l'écriture qu'on a revue après. J'aurais pu également passer qu'une seule écriture, ici de la différence. J'aurais pu faire une reprise de provision de la différence entre 3825 et 5950, soit 1125, 2125. J'aurais pu faire ça. Moi, je vous conseille vraiment d'extourner la provision de haie et de repasser la nouvelle provision. Moi, je vous conseille vraiment de faire comme ça. Comme ça, vous ne réfléchissez pas. Tout ce qui concernait l'année d'avant, vous extournez. Vous ne réfléchissez pas. Et après, vous vous concentrez sur ce qu'on vous donne comme info pour l'année en cours. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux avec ne paiera pas, de machin. Là, vous repartez de zéro. D'accord? C'est beaucoup plus simple. Donc là, on est d'accord pour 2015. En 2016, Monsieur Dupont nous règle 1500 € et on apprend il nous paye sur l'année 1500 € et on apprend que 35% du solde de sa créance ne seront jamais réglés. Donc 1500 € c'est toute taxe comprise. Voilà. On en met avec les TVA. 1500 €. Donc ça c'est TTC. On est d'accord. Quand on nous dit règle quelque chose, on est toujours en TTC.
Donc là, ça veut dire que dans ma comptabilité, j'ai eu une écriture du 512 au 416 pour 1500 euros. Paiement client. D'accord. Règlement client, vous enregistrez 512 à 416. 411. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui sera fait par quelqu'un d'autre que vous. Ça, c'est pas vous qui passerez cette écriture, comme celle-ci. Donc ça veut dire que moi, mon compte 416, il va se présenter comment? Il était comment mon compte 416? Il était débiteur de combien? Là, si 10 je 200. paye 7200. Il était jusqu'à présent débiteur de 10 200 euros. Ouais. Vous êtes d'accord? Là, j'ai 1500 euros qui viennent se positionner au crédit. 9700. Donc mon solde débiteur devient de 7700, c'est ça? Non, 9700. D'accord? Donc ça, c'est ma nouvelle créance client. 8700. 8700, pardon. 8700 euros, c'est ma nouvelle créance client. Vous êtes d'accord? Comme avant, 10 200, il me verse un acompte de 1500, il ne me doit plus que 8700. Ça ne change rien de ce qu'on a vu précédemment quand le client me paye en plusieurs fois. Donc du coup, mon nouveau solde, il est de 8700 TTC. 7300. Donc là, il ne nous payera pas il ne nous payera pas 35% du solde. Je provisionne combien? 65. Alors, Béchir 65, Antoine, vous provisionnez combien? 100%, 35. Et on provisionne ce qu'on va perdre. Donc si je vous dis que le client va ne me payer que 35% du solde, ne paiera pas 35% du solde, pardon. Ça veut dire que je vais perdre combien? S'il ne me paye pas 35%. 35. Il ne me paye pas 35. Ah mais c'est... Il ne va pas me payer 35, donc je vais provisionner 35. Ce que je perds. Ce que je perds. C'est pas, c'est juste, là on est vraiment, c'est pour ça que j'insiste bien, c'est que je sais la difficulté que c'est vraiment au niveau du vocabulaire. Hein. Et quand on lit, c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention à ne pas systématiquement dire, voilà, il y a 35%, pouf, vite. Non, je fais juste un calcul avec 35. Non, lisez bien ce qui est marqué avant 35. Est-ce que c'est marqué que c'est ce qu'on va me payer ou est-ce qu'on ne va pas me payer? Donc si c'est qu'on ne va pas me payer, c'est la perte, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc il ne va pas me payer 35% de ça. Donc le calcul que je vais faire, alors bien sûr je refais l'extourne, même principe. Hein. Donc déjà le calcul que je vais faire, ça va être quoi? Ça va être 7300 fois 35%. 2555. D'accord? Donc du coup ici je refais la même chose. Je refais l'extourne du montant de l'année dernière. Et je repasse la nouvelle provision pour 2555. C'est la même chose là. Hein. Sauf qu'attention ici, mon solde a changé. Puisqu'ici je suis passé de 10 200 à 8 700. En 2017,
2017, le mandataire m'informe que M. Dupont ne payera pas 25% de sa créance, et non plus 35%. Il n'a rien payé sur l'année, en 2017, mais fin 2017, on m'informe que finalement, c'est plus 35% du solde qui ne seront pas payés, mais c'est 25%. Là, c'est 75. Donc là, effectivement, je vais perdre plus que 75. Ma situation elle va s'améliorer. Puisque je passe de 35% de perte à 25% de perte. Vous voyez que ça s'améliore ou pas là? Oui, ça monte. Vu que mon montant de perte diminue. Si je pense perdre moins que prévu, ça veut dire que ma situation va s'améliorer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose. Donc ça fait quoi 7300 fois 25? 1825. Donc je vais extourner 2555 et je vais recomptabiliser 1825. J'aurais pu, dans les cours, on va vous faire juste une reprise de la différence. Dans les cours, on va vous faire une reprise entre 2550 et 1825. Mais je trouve que c'est plus compliqué. Là, au moins, vous avez toujours le même schéma d'écriture. Donc, je trouve comme ça, c'est plus simple. Vous ne posez pas de questions. Vous passez cette écriture et vous repassez pour la nouvelle. Donc, je me base toujours sur le montant restant dû à payer. Et je fais un calcul par rapport hors taxe. Petite précision. Ce montant-là, comme ce montant-là, comme ces montants-là, où est-ce que je vais récupérer l'information? Je vais récupérer l'information sur ma balance. D'accord? Donc, ce qui sera important, ça sera de vérifier que les informations que vous avez, on va vous donner souvent un tableau, on va vous trouver différentes informations, correspondent bien à ce que vous avez dans votre balance. Vous le verrez quand vous ferez un exercice, vous allez voir, ça va vous allez voir qu'on va vous donner un tableau, on va vous donner des chiffres, et on va voir comment, sur l'exercice, comment vous les récupérerez sur la balance. Donc là, c'est bien des informations qui me seront données dans ma balance. Donc c'est-à-dire que cette écriture-là, je prends le montant qui est dans ma balance et je passe l'écriture. Je n'ai pas de réflexion, je n'ai pas de calcul à faire. Et après ces calculs-là, je me base d'une part sur ma balance et d'autre part sur les informations qu'on me donnera en fin d'exercice. Là, on vous donnera toujours les informations. D'accord? On vous donnera les infos. Contrairement aux factures non parvenues, où là, il va falloir que vous fassiez un calcul en fonction du nombre de jours, de machin, de trucs, où là, il va falloir que vous fassiez un calcul. Vous aurez plusieurs méthodes de calcul. Là, les infos, elles vous seront données. Donc là, vous aurez toujours qu'un seul montant possible. Vous voyez la différence?